Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Bonjour, c'est Juliette. C'est déjà le dernier jour de l'année. Est-ce que vous aussi, vous avez la sensation que le temps s'écoule en accéléré ? Je vous souhaite des moments de joie exceptionnels, de l'espoir et de la force pour découvrir toute votre richesse intérieure. Surtout, prenez soin de vous, de votre âme si belle. Et n'oubliez pas, la vie est un cadeau et vous avez le droit d'en profiter à chaque instant. Je vous souhaite une très belle année 2025. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Sloky au manoir. Sloky est un youtubeur passionné, un aventurier moderne qui aime partir explorer les endroits oubliés, les maisons abandonnées. Je vous propose donc une plongée dans le monde mystérieux de l'urbex aujourd'hui. Vous me suivez ? Je suis vraiment ravie de te recevoir au manoir. Il fait un petit peu froid, j'espère que ça va. Oui, ça va. Et puis merci de ton invitation. Ben oui, avec plaisir. Donc tu es dans le magnifique salon du manoir avec les courants d'air et les fantômes peut-être, on ne sait pas, on verra qui nous rejoindra. Peut-être, qui sait. Ça serait de circonstance. Donc tu le sais, chacun de mes invités a la grande gentillesse de venir agrémenter un peu mon cabinet de curiosité. Je suis une vraie collectionneuse, hein, c'est terrible. Donc du coup, écoute, je me ferai un grand plaisir de te faire de la place pour l'objet que tu me rapportes aujourd'hui, qui est une magnifique pierre. Est-ce que tu peux nous en parler, la décrire un petit peu et nous dire en quoi elle est importante pour toi ? Ouais, en fait c'est une pierre, plus précisément c'est une pierre œil de tigre, donc qui est une très jolie couleur. Déjà j'aime beaucoup tout ce qui est proche du orange, tout ça, donc c'est top. Et au-delà de ça, c'est une pierre qui a certaines vertus, qui est utilisée depuis très 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 longtemps. Déjà au Moyen-Âge, les combattants pouvaient utiliser ce genre de pierre parce qu'ils pensaient que ça les aidait dans leur combat, leur donner du courage et la force de justement d'aller au combat. Ouais. Donc après, bon, voilà, les vertus des pierres, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, dans mon cas, elle m'accompagne dans toutes mes explorations. Et puis, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Donc c'est que donc peut-être... tu vas un peu au combat quand tu vas faire tes explorations, en fait. J'appelle pas ça vraiment le combat, mais on va dire que si jamais il y aurait des problèmes, peut-être que... Tu as ta pierre, tu es prêt. Voilà, c'est ça. Bah écoute, avec grand plaisir de pouvoir l'accueillir dans mon cabinet. C'est un grand honneur. Et écoute, je suis ravie donc de te recevoir, de faire découvrir un peu ton univers. Donc tu as créé toi ta chaîne YouTube dédiée à tes aventures, comme tu le dis. Donc notamment des explorations de bâtiments abandonnés, de lieux assez insolites. Alors je crois que tu as sur ta chaîne YouTube à peu près 300 vidéos. Je parle pas des shorts, hein, mais à peu près 300 vidéos, un peu plus. Et tu entraînes tes spectateurs un peu partout en Europe et en France. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée, depuis combien de temps tu as créé ta chaîne et peut-être aussi nous dire pourquoi Sloky ? Ouais, carrément. Alors depuis combien de temps ? Déjà ça fait cette chaîne-là 3 ans, elle a passé les 3 ans là, cette année. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. D'un point de vue idée, comment j'en suis arrivé là ? Parce que de base, ça devait pas du tout être de l'aventure, des explorations, etc. Moi, je suis plus quelqu'un de base qui est bien chez moi, à mon écran au chaud, tu vois. D'accord. Mais j'ai toujours été quand même passionné par l'extérieur, les grands espaces naturels et l'aventure. Ok. Donc, tout simplement, j'ai franchi ce cap et je me suis dit, voilà, autant pas mourir bête, autant aller découvrir des nouvelles choses et part à l'aventure. Donc, ça a commencé comme ça. Après que j'ai pris cette décision, au début, je me suis lancé comme ça. J'ai pas vraiment regardé ce qui se faisait autour de moi en termes de concurrence, etc. Je me suis dit, on verra bien. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu rude. Parce que automatiquement, quand tu fais pas d'analyse de concurrence, de tout ça, tu sais pas trop comment te positionner dans la niche où t'arrives. Ouais. Mais après, ça donne quelque chose d'assez spontané aussi. C'est ça. Assez humain et qui te ressemble, quoi. C'est ça. Donc après, j'ai vu que ça me plaisait bien. En fait, ça commençait à bien me faire vibrer. Donc j'ai dit, on va continuer. Et puis, j'ai de fil en aiguille, j'ai amélioré ma qualité, j'ai travaillé mes concepts. Et aujourd'hui, j'en suis là. Voilà, donc oui, effectivement, à peu près 300 vidéos sur 3 ans. Ce qui représente pas mal quand même.
Pas mal de travail, ouais, parce que alors ça tu vas nous en parler un petit peu en termes de matériel et de préparation, hein, mais ouais, je me doute que c'est beaucoup de travail, effectivement. Et du coup, pourquoi Sloky? Alors, c'est rigolo, hein, parce que c'est vraiment tout bête. Ok. J'aimais bien tout ce qui était les noms un peu nordiques, etc., genre Loki, des choses du genre, mais c'était trop commun. Donc j'ai fait un mélange, j'ai dit, je passais tous les mots dans ma tête, et puis je voulais que ça finisse avec un KI pour faire qui, et puis je trouvais que Sloky, ça sonnait bien, voilà, et c'est venu comme ça. Il n'y a pas de grande signification, hormis une évidence, quoi, de sonorité et d'énergie peut-être. C'est ça. Après, on a quand même Loki dans le nom, donc. C'est ça. Ok. Et du coup, alors peut-être juste nous résumer un petit peu dans ta chaîne, hein, dans ces fameuses 300 vidéos pour donner un peu envie à mes auditeurs. Quels sont les lieux que tu as préféré découvrir, vraiment les plus marquants ou ceux sur lesquels tu as vraiment flashé? Alors, c'est pas ceux qui ont le plus marché sur ma chaîne, mais je dirais tous les lieux historiques. D'accord. Au-delà de ça, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire, notamment les périodes de Première Guerre, Grande Guerre et Guerre froide. Donc dès que je peux faire des lieux de ce genre, en fait, je prends un très grand plaisir à le faire parce que pour moi, c'est vraiment des reliques de notre passé qu'il ne faut pas perdre. Et justement, au travers de mes vidéos, j'essaye de continuer à diffuser leur histoire pour pas qu'ils soient perdus à tout jamais, quoi. Ouais, c'est super important. C'est vrai que nous, tu vois, par exemple, dans le coin, on est là où je suis autour de mon contour de Bretagne. C'est très, il y a eu tout un raid, en fait, des nazis à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, avec des exactions assez terribles dans les fermes tout le long de la route, en fait. Et une espèce d'embuscade. Et en fait, on a découvert ça avec un vieux monsieur qui nous a raconté ça sur un coin de table. Enfin, waouh! C'est vrai que c'est hyper important, effectivement, de ne pas perdre des faits héroïques ou en tout cas cette histoire. Elle peut faire partie des maisons. C'est ça, parce que aussi les civils ont vécu donc cette guerre, donc automatiquement, oui, ils ont des histoires à raconter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que c'est un peu l'envers du décor qui nous intéresse, comment ça se passe du coup quand tu vas tourner, quel matériel? J'imagine que ça doit être aussi un sacré budget, parce que j'ai vu dans pas mal de vidéos maintenant, tu as des drones notamment pour faire des survols des propriétés, des micros vraiment top, on entend vraiment bien ta voix, enfin bref, c'est vraiment du bon matériel. Comment tu as découvert tout ce matériel-là? Est-ce que tu t'es formé? Comment ça vient tout ça? Ça vient petit à petit avec l'expérience. C'est-à-dire que de base, moi, je suis pas du tout j'ai pas fait d'études pour faire de la production ou gérer un envers sonore, un décor sonore, je veux dire, tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait sur le marché, qu'est-ce qui était le meilleur en termes de rapport qualité-prix, parce que au début, quand on commence, on n'a pas forcément un budget illimité. Donc, on essaie de trouver des choses un peu polyvalentes qui peuvent à la fois gérer plusieurs pôles, que ce soit à la fois sur le son, sur la vidéo, etc., dans une même caméra. Et petit à petit, comme ça, à force d'essayer, de voir, de pousser au maximum du coup mes appareils, et du coup me dire une fois que j'avais atteint une limite avec un appareil, faut que je passe au-dessus. Et puis avec le temps, ça s'est fait, quoi. Étoffer ton parc technique, on va dire. C'est ça. Au tout début, c'était une catastrophe. Mes premières vidéos, c'est horrible. Et puis au fur et à mesure, en fait, on voit l'évolution et je trouve que c'est satisfaisant quand des fois je regarde des vidéos d'il y a un an, je me dis le gap, c'est ça. Ça va. Alors, moi, ce que j'aime aussi dans ton approche, en tout cas, c'est ce que je ressens en regardant tes vidéos. Peut-être à la différence d'autres chaînes, bon, ça après, on ne donnera pas de nom. Mais en tout cas, je trouve que tu as une approche très respectueuse des lieux que tu découvres. Tu vois, presque une approche, presque sentimentale en fait, parfois. Tu vois, tu t'émerveilles assez souvent de petits détails que tu trouves. Là, je regardais une de tes vidéos sur un manoir qui était abandonné, dans lequel il y avait eu un drame. Et la boîte de chocolat en fer blanc, le vieux vélo... c'est assez touchant et on sent que tu es attiré et touché par ce que tu vois. Ce qui est important aussi à dire, c'est ce que tu rappelles dans chaque vidéo, que la pratique de l'urbex est illégale, parce que ça reste rentrer dans le domicile de quelqu'un, et que ça peut être dangereux aussi. Toi, c'est aussi quelque chose qui te caractérise, c'est qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas d'effraction, il n'y a pas de brutalité, en tout cas sur les lieux que tu visites. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu pénètres dans un lieu qui a été abandonné depuis très longtemps? Beaucoup de choses.
Je passe par beaucoup d'émotions, je pense. Ouais. Comme tu as dit, effectivement, je regarde le moindre petit détail. Donc c'est vrai que tu parlais par exemple de la boîte de chocolat Poulain en fer blanc. Tu vois, on n'en voit plus des comme ça aujourd'hui. Mais non. Donc quand on tombe sur ce genre de choses, en fait, c'est que il y a beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, les plus jeunes que moi en tout cas, n'ont pas forcément connu ces époques où il y avait encore la boîte en fer pour le chocolat Poulain. Tu vois, enfin même moi déjà, j'étais tout petit. Donc quand on revoit ça, en fait, on se dit ah ouais, en fait c'était il y a pas si longtemps, mais à la fois aujourd'hui, ça devient méconnu. C'est un peu une plongée dans le passé tactile, quoi. Tu peux presque toucher le passé. Ah, c'est ça. C'est ça que j'adore en urbex, c'est qu'en fait on peut faire des bonds dans le temps. Vraiment, des fois on remonte 50 ans en arrière et en fait on se rend compte que la modernisation et l'évolution technique aujourd'hui, ça va à une vitesse folle, quoi. Donc après, tu vois, c'est pareil, parce que là, on parle d'objets, mais tu as aussi Alors, c'est drôle parce que tu vois pas les personnes, hein, puisque la maison est abandonnée, et pour autant, tu les imagines dans leur vie. Tu vois, par exemple, toujours dans la même vidéo, là, sur le fameux manoir abandonné, tu t'as fait un gros plan sur une porte dans la cave ou dans la remise, je sais plus, où il y avait des calculs qui étaient écrits, et tu sens le vieux monsieur qui est en train de faire ses travaux, d'écrire C'est ça. Voilà, tu te plonges, en fait, dans son univers sans le voir forcément. Donc, c'est assez intéressant, en fait. On découvre, en fait, c'est un peu intrusif en quelque sorte, même si la maison est à l'abandon. Mais en fait, ça permet de voir comment on vivait avant et tout aussi bien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tout notre confort, tout ça, mais parfois c'est peut-être un peu trop et revenir aux sources, ça peut être pas mal. Oui. Après, ça c'est ma façon de penser. Mais oui, ça permet de vraiment se plonger dans leur univers et de voir comment ils faisaient à l'époque et que ça marchait pas forcément moins bien, quoi. Oui, et puis aujourd'hui, on est assez noyé sous tout le poids des objets qu'on ne cesse d'acheter. Exactement. Qu'est-ce que ça donnera, tu vois, sur ces fameuses maisons abandonnées dans lesquelles il y a déjà pas mal de choses. Demain, pour nous, nos maisons remplies à bord dans les caves et les greniers d'objets peut-être inutiles, on ne sait pas, mais... Ouais. Pour vraiment recentrer, ce que je ressens quand je me mets dans un lieu abandonné, c'est que ça permet aussi de s'évader, je dirais. Justement le temps d'une exploration, c'est généralement ça dure quoi, une petite heure, c'est vraiment de déconnecter et de découvrir quelque chose de différent, quoi. Ouais, je comprends. Dis-moi, parce que justement quand on voit un peu les fameuses maisons abandonnées, souvent, alors pas tout le temps, hein, mais elles sont parfois dans un mauvais état. Est-ce que justement tu t'es déjà senti en danger dans une de tes explorations? Alors ça peut être justement là l'état du bâtiment, le toit qui s'effondre, les planchers en mauvais état. Est-ce que ça peut être aussi, je sais pas, du squat ou des présences peut-être inquiétantes sur place, ou même des sensations un peu plus spirituelles, peut-être d'être observé ou de présence? Alors oui, avec l'expérience, du point de vue de l'état des bâtiments, avec l'expérience, t'apprends à reconnaître quand un lieu est vraiment en mauvais état et les endroits où il faut vraiment pas marcher. Après, pour ce qui est effectivement des présences inquiétantes, oui, alors ça m'est déjà arrivé. Pas sur YouTube, ça n'a jamais été vu, sur ma chaîne en tout cas. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça que justement, je rappelle vraiment tout le temps que c'est dangereux d'aller faire de l'urbex et qu'il faut vraiment pas y aller seul, quoi. Ouais. Oui, parce que toi, t'es pas seul, hein. T'es en équipe. Non, souvent, oui, j'ai quelqu'un avec moi. Ça m'est arrivé d'en faire seul, mais enfin, si je le fais seul, c'est que vraiment j'ai tout checké, que je suis sûr c'est sécure et il y a pas de problème, quoi. Ouais, d'accord. Ça m'arrive rarement quand même. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens pas très gentils. Ok. J'étais en train de faire une friche industrielle. Donc déjà un lieu, je trouve très peu commode pour squatter, qui était vraiment en très mauvais état, quoi. Il y avait plus beaucoup de toits, c'était les vieilles usines, tu vois, en pierre d'époque, super vieux. Et donc je rentre dans le lieu, je commence à faire mon repérage des pièces, tout ça. Quand je fais mon repérage, je le fais assez rapide tout de même, parce que des fois on est un peu pris par le temps. Et il y avait malheureusement une pièce que j'avais pas été voir, j'aurais peut-être dû. Et au moment du coup de démarrer cette exploration, juste avant, en plus j'avais fait ma miniature de vidéo qui était prévue pour la vidéo. Et où c'est que j'ai pris la photo, rien du tout. Et en revenant, justement, pour commencer, je vois une ombre au sol. Une ombre qui reflète par rapport au soleil. Donc en fait, il y avait quelqu'un littéralement derrière le mur qui attendait. Donc là, tu poses la fameuse question de est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour, peut-être que c'est un autre explorateur, je sais pas moi. Pas de réponse. Sauf que je pense pas que la personne voyait que son ombre était vue au sol.
Et je voyais la personne bouger juste derrière le mur, en fait, qui attendait littéralement que potentiellement je passe cette fameuse porte. Et donc, en fait, comme j'avais pas de réponse, j'ai dit, bon, bah, ça sert à rien d'y aller. C'est sûrement quelqu'un qui, soit qui a peur, soit qui est mal intentionné. Donc, j'ai fait, je préfère pas prendre de risques et partir. Voilà. Ouais. Alors, après, du coup, il faut pouvoir se défendre. Enfin, tu vois, c'est pas forcément ce pourquoi tu y vas, quoi. Non, c'est ça. La sécurité, c'est. Enfin, je pense que ma vie, ma sécurité, c'est un peu plus important que faire une vidéo ou aller visiter un lieu. Donc, je la fais passer avant, bien évidemment. Mais c'est bien de passer ce message-là, effectivement, pour ceux qui voudraient se lancer dedans. Attention, quand même. Et puis, au respect aussi des lieux sur place. C'est ça, oui. Bah, c'est un point d'honneur, en fait, que moi, je m'efforce de diffuser et de partager parce que. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que l'urbex n'a jamais été au plus haut. Oui. Il y a une vraie appétence, Et en fait, il n'y a plus trop le respect de la pratique. Donc, les puristes sont un peu tristes en ce moment. Et parce que, notamment en France, hein, en Europe, c'est pas toute l'Europe encore, mais en France, c'est beaucoup plus développé, on va dire. Et les lieux souffrent énormément. Et c'est pour ça que du coup aujourd'hui tout le monde garde ses exclusivités, tout ça, parce que si c'est partagé, ça finit par tourner et en 3 semaines un lieu il peut être ravagé, quoi. C'est terrible, ouais. Oh, ça, moi j'ai vraiment du mal à comprendre comment, tu vois, quel est le but de ça, quoi, en fait. Je sais pas. Malheureusement, ces gens-là sont pas des gens qui viennent faire de l'urbex. C'est des cambrioleurs, des pilleurs. C'est des gens qui ont besoin aussi peut-être d'évacuer une certaine énergie. C'est ça. Pas très positive aussi. De se défouler, d'aller casser des choses. Du coup, justement, alors on parle de lieux. Donc, toi, tu vas voir alors des lieux effectivement historiques, des lieux peut-être spirituels ou naturels. Hein. Tu t'as fait des treks à Brocéliande, en Islande, Yougoslavie. Tu visites aussi des bâtiments abandonnés insolites. Alors, ça m'a fait beaucoup rire parce que tu avais une vidéo sur la barge McDo en décrépitude. J'avais noté aussi une ancienne banque dans un bâtiment assez bourgeois, un avion, un sanatorium-hôtel. Enfin, voilà. Tu as vraiment pas mal de palettes et de bâtiments différents assez intrigants. Et donc, tu entraînes tes abonnés à te suivre dans tes visites. Et du coup, justement, comment est-ce que tu choisis tes lieux et ce que tu disais, tes fameuses un peu exclusivités, tes petites merveilles à toi? Est-ce que tu fais des repérages et quelles infos tu possèdes ou tu cherches avant d'aller sur place? Alors, il y a beaucoup de réponses possibles parce que c'est un peu au cas par cas, j'ai envie de dire. Je fais beaucoup de recherches par moi-même sur les vues satellites. C'est ce qui reste le plus efficace, j'ai envie de dire. Tu prends une map satellite et t'épluches les villes, une par une. Un endroit potentiellement abandonné. Aujourd'hui, avec Street View, tu peux très facilement avoir accès à la rue. Et après, il reste plus qu'à aller effectivement vérifier sur place. Donc ça, c'est un peu l'aiguille dans la botte de foin, quand même. Ouais, mais on trouve plus de choses que ce qu'on peut penser. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on a énormément de choses à l'abandon, quoi. Donc ça, c'est pour mes repérages perso que je trouve par moi-même. Après, il y a ce que partagent les autres. C'est que aujourd'hui, normalement, on essaye un peu de cacher plein d'indices dans nos vidéos ou nos posts sur les réseaux quand on fait de l'urbex pour justement éviter que les gens puissent retrouver les lieux. Et sauf que parfois, certains laissent vraiment beaucoup trop d'indices, ce qui permet de retrouver les lieux. Donc il y a aussi ces façons-là que j'utilise. C'est si le lieu, je le trouve intéressant, je le cherche par moi-même avec ces indices et je remonte les pièces jusqu'à temps de trouver sa position. Voilà. Après, moi, je suis pas partisan de partager mes lieux avec tout le monde et n'importe qui. Moi, je suis pas trop dans cette optique-là. Dès que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir je pense que j'ai au moins une demande par semaine des gens qui me disent je me lance dans l'urbex, est-ce que tu pourrais me filer des coordonnées? Non. Des trésors? Ça marche pas comme ça, en fait. Ça fait aussi partie de la pratique de l'urbex, de chercher ces lieux. C'est trop facile si on nous apporte tout sur un plateau. Donc... Ouais, sinon c'est un peu le Disneyland de l'urbex, quoi, en fait, après. C'est ça. Voilà, donc, et puis pour la variété de choses que je peux proposer, c'est parce qu'en fait, je fais pas mal d'urbex, donc en fait, on voit pas tout sur ma chaîne. Je pense que sur ma chaîne, il y a un quart de tous les urbex que j'ai pu faire dans ma vie. Et donc, en fait, ce qui me permet de voir beaucoup de choses, et donc automatiquement, on a l'impression qu'on a beaucoup de choses différentes, alors que par exemple, moi, des maisons, j'en vois genre 40, et sur YouTube, il y en a peut-être 5-6, quoi. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est sur les maisons ou les lieux que tu décides de mettre justement sur ta chaîne ou en enquête entre guillemets, tu te renseignes avant sur la maison ou tu y vas juste comme ça? Alors quand c'est historique, l'avantage c'est qu'on peut retracer tout ce qui s'est un peu passé avant sur les lieux. Donc, et puis ça permet d'apprendre l'histoire, parce que parfois je connais pas tous
tous les faits historiques. Et donc ça, c'est plutôt simple. Donc oui, j'ai des infos quand j'arrive sur place. Après, pour les maisons qui sont de type particulier, son histoire, malheureusement, on la connaît pas. Et on va plus la prendre sur place, justement. Donc là, c'est un peu au feeling, quoi. J'arrive sur place, je fais mon repérage autour du lieu, voir si c'est vraiment abandonné, tout ça, si on peut rentrer. Et après, je récupère les informations sur place, quoi. D'accord, ok. Parce que ça, tu vois, moi j'avais reçu River James, qui est un enquêteur paranormal pour le coup, mais qui va dans des lieux un peu abandonnés, mais plutôt pour le côté paranormal. Et il me disait que du côté des explorations paranormales, tu sais, il y a souvent les vignettes de vidéos avec il y a eu 10 morts dans ce bâtiment, il y a eu et que c'est souvent fake pour essayer d'attirer. C'est ça. Ouais. Donc toi, tu nous le confirmes un peu, quoi. De toute façon, c'est compliqué de par des lieux vraiment historiques marquants sur lesquels tu retrouves tout de suite de l'info. C'est assez compliqué de toute façon de pouvoir affirmer des choses comme ça. Ah oui, totalement en fait. Hormis avoir été sur place et vraiment avoir vu des choses te permettant de le déduire, non. Après, tu peux toujours tomber sur le petit papy du village qui va peut-être te raconter l'histoire, tu vois. Mais il faut faire la démarche d'aller chercher aussi, quoi. C'est ça. Souvent, c'est les personnes un peu plus âgées qui nous livrent ces informations croustillantes. Devant un petit Ricard au bout de 3 heures de discussion. C'est ça, souvent pour échapper en plus à sa surveillance. Donc voilà. Donc oui, il y a vraiment des gens qui profitent de ça. Après, c'est vendeur. Hein. En fait, les gens aujourd'hui ont besoin de ça pour consommer. Donc. Ouais, c'est assez terrible. Hein. Ouais. Il y a un choix à faire entre... C'est ça, le mot-clé ou l'authenticité. Ou l'authenticité. Du coup, alors moi ça me fascine. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs ensemble quand on s'était vu précédemment. Dans les vidéos d'Urbexer, moi ce qui me fascine, c'est les maisons où tu as l'impression que la personne elle est partie du jour au lendemain et il y a tout dedans, y compris le frigo plein, tu vois, enfin vraiment tout. Alors je pense que la nourriture dans les assiettes sur la table, c'est souvent des mises en scène, j'imagine. Mais quand même, tu vois, il y a quand même pas mal de maisons abandonnées dans lesquelles il y a vraiment tout encore comme si la personne était partie la veille. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces lieux un peu mystérieux ? Déjà, j'imagine que tu t'en as déjà vu. Et à ton avis, c'est quoi, en fait, un peu les raisons derrière ce type d'abandon ? C'est, je sais pas, des drames, des problèmes fiscaux Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a beaucoup de problèmes fiscaux. Ouais. On le voit sur place, hein, généralement. Quand le lieu est encore vraiment bien conservé. Parce qu'effectivement, oui, comme tu disais, il y a beaucoup de mises en scène qui sont faites. Alors, tout est bien là, hein, de base. Les assiettes, par exemple, sur la table, comme si on avait l'impression que la table avait été mise pour manger. De base, la vaisselle était bien dans les placards. C'est juste qu'après, oui, les gens se servent un petit peu, refont des mises en scène pour faire de jolies photos. Et après, au-delà de ça, faut pas forcément regarder que, par exemple, la table à manger. Si on veut vraiment être sûr que la personne est un peu partie le jour au lendemain, il faut aller voir plus ses effets personnels, comme par exemple dans la salle de bain où on peut encore retrouver des fois les brosses à dents, tout ça. Enfin, généralement, quand on s'en va pour déménager, on prend au moins sa brosse à dents et son dentifrice, par exemple. Donc, quand il reste encore tout ça, on sait que oui, la personne est partie comme ça vraiment très vite et a pris que le strict nécessaire, quoi. Ouais. Et donc, oui, souvent, c'est des problèmes, soit de personnes décédées sans héritier. Voilà, il y a personne pour hériter du bien, donc ça tombe dans l'abandon. Ou problème d'héritier aussi, hein, parce que des fois les gens décèdent et les héritiers se mettent jamais d'accord sur une vente ou sur une conservation. Voilà, donc automatiquement c'est bloqué. Donc là, pareil, le bâtiment il meurt à petit feu. Ou après oui, t'as les gens qui peuvent avoir des problèmes fiscaux. Ça m'est déjà arrivé de visiter une maison. Tout était en francs par contre, mais c'était un fils qui avait eu sa mère qui était décédée. Et comme sa mère avait des dettes, il a hérité du coup de toutes les dettes. Et en fait, dans la maison, c'est qu'il y a des dettes partout de relance, de saisie, de tout, quoi. De la banque qui fait des rappels dans tous les sens. Et du coup, je pense que dans ce genre de situation, potentiellement, on peut être amené à abandonner son bien parce que on peut plus payer les traites, les factures d'électricité, l'eau, tout ça. Oui. Puis disparaître, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de lieux qui sont à l'abandon et qui meurent petit à petit, est-ce que toi, ça t'arrive de revenir dans des lieux que tu as déjà vus et de voir justement une évolution ? Ah oui, ça m'arrive. Quand il y a des lieux que j'apprécie, par exemple, j'aime bien retourner pour l'aura du lieu et sa beauté. Et oui, on voit l'évolution. Et c'est ce que je te disais, c'est que ça va très vite en France. C'est-à-dire que parfois, je repasse moins d'un an après, le lieu, il est métamorphosé. Il y a des meubles, ils ont traversé 4 pièces. Et là, tu te dis, mais qui s'est amusé à déplacer un meuble de 200 kilos en bois massif, tu vois. Et ça doit faire mal au cœur, quoi, du coup, aussi. C'est sûr.
Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on y retourne, on se dit comment il va être. On a un petit peu cette appréhension. Écoute, je te propose aussi de basculer du côté obscur de la force dans notre discussion. Allez, ça me va. Donc tu m'as interviewé toi-même il y a quelques mois. Donc je suis sur ta chaîne. Oui. Petit coucou pour mes auditeurs, je vous l'avais annoncé aussi, mais n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Et donc en fait, dans le cadre en fait de ton intérêt pour le paranormal, donc c'est pour ça que tu m'avais interviewé. Je crois que tu voulais commencer des portraits un petit peu et de faire des sujets autour de ça. Et tu m'avais parlé, tu as fait aussi une vidéo sur ta chaîne dans laquelle tu parlais de certaines expériences un peu étranges que tu as pu vivre dans des lieux abandonnés. Donc voilà, moi je me demandais un peu quel était ton rapport au surnaturel, ton ressenti par rapport à ça, et justement que nous expliques un peu ce que tu as pu vivre toi, soit dans ta vie personnelle, soit dans des lieux que tu as pu visiter autour du surnaturel. Ouais, totalement. Alors le surnaturel, déjà, on y croit, on n'y croit pas. Pour ma part, j'y crois. Je pense qu'il y a effectivement un autre monde que l'on ne perçoit pas et qui est bien présent. Et mon rapport d'un point de vue déjà personnel, c'est que je sais pas si c'est vraiment des prédispositions ou autre, mais ça m'arrive parfois de réussir à sentir certaines choses d'un point de vue de présence ou autre. Je prends souvent l'exemple de mon ancien logement où j'étais propriétaire. C'était un petit appartement. Et en fait, la propriétaire était décédée, pas dedans, à l'hôpital, mais en gros, c'était son dernier lieu de vie. Ouais. Et peu de temps après avoir emménagé dedans et avoir refait ma déco, tout ça, j'étais toujours attiré vers la porte de ma chambre quand elle était ouverte. Et j'ai l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un là. Je sais pas comment l'expliquer, comment te dire. C'était vraiment, en fait, sans le vouloir, j'y pensais même pas. D'un seul coup, je me tournais et j'ai l'impression que quelqu'un était là, alors que je voyais rien du tout. C'était, il y avait de l'air, d'un point de vue cartésien. mais j'ai l'impression que quelque chose était là. Et après, en discutant avec de la famille qui ont aussi des prédispositions, comme ça, de brut, on m'a dit, ah oui, il y a quelqu'un chez toi, il y a ton ancien propriétaire. Okay. Donc déjà, comment il sait que c'est mon ancien propriétaire? Alors tu vois, j'en ai pas forcément parlé. Et en fait, il y a bien quelqu'un et cette personne m'a dit, tu verras, bientôt elle partira. Et effectivement, quelques mois plus tard, j'avais eu des impressions que ces personnes étaient là et après, au bout d'un moment, plus rien. Donc voilà, et donc souvent, ça m'arrive d'avoir ça en urbex. Donc parfois j'ai l'impression de quelque chose. Donc pour le moment, avant j'ai jamais essayé vraiment d'aller dans le sens de ces personnes parce que en urbex je sais pas ce qui s'est forcément passé avant dans les maisons. Donc, quelle est l'intention de cette présence? Je ne le sais pas et j'ai pas trop envie de m'y frotter si c'est dans le mal, quoi. Oui, et puis il faut être prêt aussi, parce que même sans parler de mal, c'est vrai que dès que tu ouvres la porte pour des esprits un peu perdus, ça peut être aussi une vraie chance d'avoir quelqu'un qui essaye de les contacter et tu sais pas trop après si t'es pas prêt à communiquer avec eux. Non, il faut pouvoir le maîtriser, quoi, aussi. C'est ça. C'est pour ça que, effectivement, je t'avais parlé que je commençais à vraiment de plus en plus à m'intéresser à cette facette-là. Et c'est pour ça, en fait, je le prépare, moi. C'est un projet personnel que je prépare et... D'accord. Jour franchirai le pas comme j'ai franchi l'urbex par exemple. Mais je préfère être prêt, bien me documenter, me renseigner. Oui, de toute façon, il ne faut pas jouer avec ces choses-là, hein, c'est important. Mais c'est vrai que dans les maisons, t'as forcément des présences, ça c'est sûr que voilà, tu visites des lieux abandonnés. Des fois, t'as aussi la maison elle-même en fait. Hein, tu vois vraiment l'âme du lieu, quoi, en fait, qui est en train de mourir et qui appelle à l'aide aussi. Hein. Enfin, après, on y croit pas comme tu dis, mais c'est vrai que t'as aussi des gens qui ont ce type de sensation-là, quoi. Et donc du coup, est-ce que tu as donc tu nous as parlé de ton ancien appartement, mais je crois que tu parlais aussi de petites expériences aussi sur certains lieux que tu avais ressentis. Ouais. Alors pareil, comme je t'ai dit, j'ai pas essayé d'aller dans le sens de la présence, mais c'est pas forcément très... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas très bien vécu parce que j'avais l'impression que c'était malsain, c'était mauvais. Ouais. En fait, en plus, souvent, c'est dans des petites pièces, vraiment toutes petites, humides. Tu vois, rien qui est bon dans la pièce déjà. Et en fait, je sais qu'il y a quelque chose et en fait, mon subconscient me dit, cours, pars. Ah oui. Pas loin, quoi. Et donc, en fait, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, j'ai un petit peu, si on peut dire, lutté. J'ai continué. En fait, j'ai fait abstraction, j'ai continué mon exploration. Mais j'ai été obligé, à un moment, de sortir de la maison pour faire redescendre la pression parce que c'était plus tenable, quoi.
Et puis tu te sens en danger en fait. Bah, je sais pas vraiment si je me sens en danger. En fait, c'est oppressant. Parce que t'as l'impression que ça te suit, et que ça a pas de bonnes intentions. Donc je sors en fait pour faire descendre cette pression. Ouais, ok. Et par contre, après, je sais qu'il faut pas que je rentre, quoi. La première fois, je suis pas rentré quoi qu'il arrive parce que comme j'avais un petit peu forcé à rester dedans, bah, j'avais eu ma dose. Mais la deuxième fois, en fait, bah, j'ai fait OK, je sors. J'ai été visiter ce qui était abandonné dans le jardin, par exemple. Et en revenant, je voulais faire des plans devant la maison. Et en fait, même rien que de voir la porte qui était ouverte, bah, j'étais à quoi, peut-être 10 mètres de la maison. Je savais déjà qu'il fallait pas que je re-rentre dans la maison, quoi. Wow. J'avais un pressentiment qui me disait n'y retourne pas. Ouais. Après, je sens aussi des choses totalement saines, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir vu des choses inexplicables et aucun problème. Oui. J'ai pas ressenti de pression ou autre, donc je sais que l'intention était, je pense, meilleure. Donc voilà, c'est vrai que j'ai plus parlé des mauvaises intentions que des bonnes intentions, mais ouais. Ou des moments un peu inquiétants comme ça d'oppression, c'est sûr que ça marque. Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut. Enfin, si tu prends le prisme de la présence qui était un être humain avant, et tu vois, s'il n'a pas évolué, et qu'il est bloqué dans sa maison, et comme tu disais, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Tu vois, est-ce qu'il a eu une mort difficile, douloureuse, une agression, je ne sais quoi, ou simplement c'est sa maison et il défend son territoire aussi. Je pense qu'il peut y avoir de ça aussi, en fait. Tout à fait. Il veut pas être dérangé et en fait, le problème c'est qu'en urbex, il y a beaucoup de passages, donc. Je pense qu'il est jamais tranquille, quoi. Surtout si d'autres sont venus saccager avant. Alors là, du coup, surtout, ouais. Ça passe pas trop après. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir? Parce que je vois aussi que voilà, tu bouges pas mal, tu te déplaces aussi en Europe. Est-ce que tu as des destinations que tu comptes couvrir ou est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur sur lesquels tu travailles actuellement? Alors oui, bah déjà le paranormal, comme je t'ai dit juste avant, ça je pense c'est ce qui va arriver le plus vite, parce que je suis vraiment là à fond dessus, je me documente dans tous les sens et je prépare ça. Alors après, sous quel format encore, je sais pas vraiment, j'y travaille, mais je pense que ce sera proche du format de l'urbex, mais... Ouais. Mais des interpellations ou des enquêtes ou... Bah en fait, ce contact. J'ai pas la prétention de me dire enquêteur ou chasseur de fantômes, la mode d'aujourd'hui, tu vois. Moi, j'ai plus envie d'y aller dans une démarche où je vais sur le lieu et je fais mes propres expériences et je vois ce qui se passe. Est-ce que j'ai des résultats? Bah, j'ai des résultats. Si j'ai pas de résultats, bah, j'ai pas de résultats, tu vois. Faut pas, j'ai pas envie d'aller jouer le sensationnel ou dire, oh, il y a une porte qui a claqué parce qu'il y a un coup de vent. Waouh, ça y est, c'est monté, tu vois. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça. On voit beaucoup ça dans certaines vidéos, effectivement. C'est un peu monté de toutes pièces parfois, c'est un peu trop. C'est ça. Et après, d'un point de vue destination, il y a beaucoup de destinations qui me font rêver, mais ça, j'ai toute la vie pour y aller. Mais je pense que je vais me concentrer toujours sur l'Europe parce que c'est ce qui est le plus accessible aujourd'hui. Et en ce moment, je regarde pas mal tout ce qui est Irlande, Écosse parce que c'est très chargé. Eh bien oui. Je pense surtout si tu veux mélanger le côté paranormal avec ton exploration, oui, c'est le bon pays. Et puis l'avantage d'être en Bretagne, c'est qu'on y est très rapidement. Donc je pense que ça va être les pays vers lesquels je vais me tourner tout en restant toujours un peu à me promener en France, etc., quoi. Ouais. Bah écoute, si tu trouves des belles histoires de maisons hantées là où tu vas, voilà, je suis preneuse. Je mets une option. N'hésite pas. Je te partagerai ça si je trouve ça. Bah écoute, avec plaisir. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Donner un message ou je ne sais quoi? Bah, je pense que on va un peu répéter ce qu'on a dit, mais c'est en tout cas pour ceux qui veulent faire de l'urbex ou même de l'exploration, hein, parce que on peut aller explorer des choses qui sont pas forcément abandonnées, mais qui peuvent être un peu dangereuses. C'est vraiment la sécurité, quoi. Faire attention à ça, parce que moi je vois beaucoup de gens qui vont dans des lieux, des fois ils sont en tongs, en short. Je comprends pas, tu vois, rien que l'équipement, c'est la base, quoi. Enfin, oui. En fait, préparez-vous, ceux qui veulent l'essayer. Et faites pas ça à la légère, quoi. Faut pas jouer avec la sécurité, les dangers. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas d'accident, on n'a pas d'accident, mais le jour où on en a un, bah, ça peut être fatal, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles de sagesse, de bons conseils,
Je te remercie beaucoup. C'était une très belle discussion et ça a répondu à plein de questions que j'avais moi sur l'urbex. Je suis sûre que pour mes auditeurs aussi. Donc je mettrai tous les liens pour te retrouver en fait sur tes différentes chaînes et réseaux dans la description de l'épisode. Écoute, je te remercie beaucoup Sloky, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Ce fut un plaisir de discuter de l'urbex avec toi. Merci beaucoup.